Nestlé à 40% de son chiffre d'affaires dans les pays émergents, c'est sympa. Rémi Cointreau, c'est quoi, 25 ou 30% de leurs bénéfices sont là-bas. Mais la façon, à mon avis, la meilleure marché de faire des pays émergents, aujourd'hui, c'est le Japon. 2009 fut l'année où le Japon a exporté plus en Chine qu'aux States. 22% de leurs exports en Chine en 2009, 19% uniquement aux États-Unis. Et donc, bien sûr, le marché japonais est dirt cheap. Et il y a des boîtes au Japon où 20, 30, 40% du chiffre d'affaires est lié à la Chine, soit des exports en Chine, soit un chiffre d'affaires généré par des filiales de ces boîtes japonaises en Chine. Monsieur, on peut vous poser une question sur l'or, parce que je trouve que vous avez une contradiction dans votre discours, si vous permettez. Vous dites qu'effectivement, vous avez plus confiance dans les monnaies occidentales et dans les monnaies asiatiques, hein, entre autres. Ouais. Et que vous mettez que 5% de l'or. Pourquoi vous ne mettrez pas plus alors l'or Parce que la beauté de l'or, c'est quelque chose qui peut être multiplié. Le prix peut doubler, tripler. Le prix, je vous l'ai dit, a monté de 20 fois en 71. Et donc, mes 5,5% en or, si les choses se passent mal dans le monde entier, ça peut doubler ou tripler. Donc, je gagne 5,5 points ou 11 points. Et je pense que mon portefeuille est suffisamment défensif, les titres de société que j'ai, que ça m'étonnerait que je perde beaucoup plus de 20% sur mes actions. Donc net, je pense que je m'en sors la cuisse nette. Il y a un équilibre. Et oui. Je voudrais rebondir sur l'or. Vous êtes gérant value et en même temps vous investissez sur l'or. Or l'or, ça n'a pas de valeur. Alors là, je suis content que vous posiez la question. J'ai un de mes amis qui me dit, Charles, il me dit, je te respecte, mais l'or, c'est witchcraft, c'est la sorcellerie. Mais je lui dis, non, mais non. Une obligation du Trésor à 10 ans, ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est, it's an I owe you nothing. Une obligation européenne, c'est I owe you nothing and I don't even know who owes me any. I mean, mais enfin, il faut être réel. Moi, j'aime bien, une fois par an, aller voir mon or. Pas parce que ça brille et que c'est joli. Mais quand on voit l'or, quand on le pèse, on comprend qu'on peut pas. L'or, ça s'imprime pas. You cannot print that stuff. Et c'est pour ça que les politiciens, depuis le début du monde, détestent l'or. C'est parce que c'est. Donc, ce que je viens de dire, c'est quoi? Je viens de dire que l'or a une valeur intrinsèque. Donc, deuxième question, quelle est cette valeur intrinsèque? Comment savoir si l'or, c'est bon marché à 1000 ou pas? Right? Le concept, il est simple. Il faut voir l'or par rapport aux actifs financiers. Donc, mais relatif dans le bon sens, dans le sens contraste. Quand les actifs financiers sont bon marché, tel qu'il était en 1982, en 82, les obliques du Trésor américain avaient des rendements de 15%. Le S&P était à 7 fois les bénéfices, des bénéfices déprimés parce que l'économie vasouillait depuis 7-8 ans. Le dividende, le rendement moyen sur la base des dividendes, à l'époque, c'était 6,8%. Quand les choses sont très bon marché, qu'est-ce que très bon marché veut dire? Ça veut dire que le prix est nettement inférieur à la vraie valeur. Price is what you pay, value is what you get. Plus quelque chose est à un prix nettement en dessous de la valeur, plus la différence, the margin of safety, vous donne l'assurance. Gratuitement, you get the insurance for free. Donc, pas besoin à ce moment-là d'acheter de l'or. Et surprise, surprise, en 80-82, bizarrement, c'était justement quand les prix de l'or étaient au plus haut, quand vous n'en aviez pas besoin. 20 ans plus tard, mars 2000, les actions, pas toutes, pas les small and mid cap, mais la plupart des actions avaient flambé, la bulle technologique, etc. Et donc, comme investisseur, vous deviez de réduire votre participation d'actions et ça avait un sens parce que les actions étaient grossly overvalued, d'acheter la police d'assurance qui s'appelle l'or. Surprise, surprise, c'était le plus bas de l'or, 255 $ l'once. On était à 255 en 99, on est retombé à 90 en 2001, donc autour de 2000, c'était le plus bas. Et donc, ce que je vous dis, c'est que si demain les prix des actions ont baissé de 30%, et si on pensait que les valeurs intrinsèques des sociétés ne baissent pas d'autant in the meantime. Si les actions devenaient très bon marché, j'ai plus besoin de mon or. Je le vends, mon or. Et je le vends que ce soit 1500 $ l'once ou 1000 $. J'en ai pas besoin. Est-ce que cette explication vous aide ou pas? Oui, récemment, dans le Financial Times, ils ont mentionné la première fois les banques centrales du Mexique et autres banques centrales commençaient à acheter de l'or au lieu de vendre.
Et la Est-ce Chine que- notamment, bien sûr. Oui. Et est-ce que vous avez basé votre analyse sur ces faits ou vous avez Non, déjà c'est fait avant que... plus les banques centrales achètent de l'or, plus je suis tenté d'en vendre. Non, acheter de l'or, c'est exprimer l'idée qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Keynes, dans les années 20, a écrit un papier magnifique sur l'or. Il a dit, l'or va perdre de son aura, son charisme. Pourquoi? Parce que l'or, avec le gold standard et le gold exchange standard, de plus en plus, n'est plus utilisé dans les mains poisseuses des hommes. De plus en plus, l'or est englouti dans les coffres des banques centrales. Et il a compris que ça allait tuer l'or. Et donc, plus je vois l'or sortir des banques centrales, être utilisé par les gens, plus ça renaît, plus ça revit comme devise. Monsieur? Oui, écoutez, ce que vous dites, monsieur, est extrêmement intéressant et je souscris parfaitement à ce que vous dites. D'ailleurs, c'est très courageux parce qu'en effet, ça paraît totalement désuet que de penser qu'un investissement en or soit un investissement effectivement digne de ce nom pour un investisseur, qu'il soit privé ou institutionnel. Alors, deux choses peut-être. Premièrement, c'est vrai que si on prend le cours de l'or dans les années 80-81, 800, quelque chose comme 850 dollars. Très, très brièvement, on était Tout à à fait. 650 6 mois Tout à avant. fait, Ouais. 850 dollars l'once. C'est vrai que si on calcule la valeur actuelle, Avec l'inflation, c'est 2200. exactement, Oui. monsieur, ça c'est le premier point, vous avez parfaitement raison, On est d'accord. et que il y a And so what? 2-3 ans, si on évoquait ce point, on se serait fait mettre au piquet, si je puis dire. Oui. Or, la vérité, aujourd'hui, l'or est à 1500 dollars l'once, à Oui. peu près. Oui. Bon. Le potentiel, et vous avez raison de l'évoquer, je pense que le potentiel, en effet, si on calcule en dollars constants, on serait bien à 2200, 2400 dollars l'once. Ça, c'est un premier point. Le second point, et je vais conclure là-dessus, c'est qu'il semblerait, enfin, si on s'informe sur Internet, il semblerait que dans les banques, enfin plutôt là où aux États-Unis on stocke, à Fort Knox, bien connu avec le film de James Bond, là où on stocke l'or, il semblerait... Synthèse, monsieur, juste parce qu'on a... D'accord, juste je vais En terminer. synthèse. Il semblerait qu'en réalité, on n'ait plus de l'or à 100%, mais qu'on ait de l'or qui soit mélangé avec ce qu'on appelle vulgairement de l'or blanc, mais qui est en fait du platine. Et ça, ce platine, on pourrait, certains disent qu'en fait, il s'agit du recyclage de platine qui viendrait de l'armée américaine et qui porterait sur plusieurs centaines de tonnes et qui aurait été mélangé avec de l'or. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a refusé et que, effectivement, la Banque centrale refuse tout audit depuis plusieurs années sur ce point. Alors, Monsieur, ok. juste, quelle est votre question? Est-ce qu'il y a une fraude sur l'or de la réserve voilà, américaine? alors ma C'est question, ça, ok. ma question est Non, mais- simple, c'est effectivement sur cette Non, fraude sur non, l'or. Non, mais ma- produit. Ok. Mais ma réponse est simple, c'est qu'on n'a pas besoin que l'or soit une fraude pour que ça reste intéressant intellectuellement. Bon, un point que je veux faire quand même, c'est une chose que je n'aime pas sur l'or. Une question a été posée, pourquoi 5,5 simplement? Ça me dérange que depuis 3 ans, l'or soit corrélé de manière positive aux actions. En 2008, c'était simple. En 2008, les actions, les obliques baissent, l'or monte. Ça, c'est très bien. Quand je vois année après année l'or monter avec mes actions, ça me dérange. Et d'ailleurs, à court terme, quand les marchés baissottent, l'or en général baisse avec. Et donc, je comprends qu'à très court terme, l'or n'est pas vraiment un hedge en ce moment. Ouais. Une toute dernière question, madame, question brève En et élancée. quelques mots sur les banques européennes, vous pouvez nous développer votre vision plutôt négative? Enfin, je disais l'autre jour que les banques européennes en moyenne cotaient 84% de la valeur d'actifs nets comptables, je crois. Bon. Et donc ça paraît bon marché, mais je sais pas, le stress test qu'ils ont fait, c'était complètement bidon. Les banques européennes, nous semblent, c'est l'évidence biblique, très sous-capitalisées. Le fait qu'ils n'arrivent pas à restructurer la dette grecque, c'est parce que ils admettent que les banques sont pas suffisamment fortes pour absorber le choc. Et je crois, ok. En 2008, j'ai expliqué que les investisseurs value s'étaient pris une gamelle puisqu'ils ont oublié le big picture. Et ça, c'était pas très criminel, parce que Buffett avait dit, ne regardez pas le big picture. Donc ça, je ne les blâme pas. Mais là où je les blâme, c'est que le règle numéro 1 du value investing, c'est pas suffisamment qu'un titre
C'est pas suffisant que le titre soit bon marché, le prix par rapport à la valeur, il faut que ce soit safe and cheap, l'expression de Marty Whitman, Third Avenue. Or, parce que de plus en plus de boîtes ont fait jouer l'effet de levier financier, parce que les sociétés financières et les banques sont devenues de plus en plus sous-capitalisées, les value investors n'avaient pas le droit de détenir ces titres. Il y avait des value guys aux États-Unis qui avaient Fannie Mae, Freddie Mac, l'effet de levier 100 pour 1. Mais c'est criminel. Et d'autant plus qu'il y avait une façon détournée. Quand les boîtes sont trop endettées et que vous voulez faire du value investing, qu'est-ce que vous faites? Mais vous regardez au-dessus, les obligue. Just go one notch high in the capital structure, it's not difficult. Buffett, fin octobre 2008, il écrit dans un journal de gauche, le New York Times, Now is the time to buy American equities. Maintenant, il faut acheter les titres US. Non? Pourquoi US? Parce qu'à l'époque, les titres étrangers avaient beaucoup plus baissé. Bon, il voulait être un peu patriotique, Obama, etc. Fine. Mais regardez ce qu'il a fait plutôt que ce qu'il racontait. Il a acheté du high yield. Et je ne parle pas des preferred de Goldman et G. Il a convaincu Tiffany's de lui émettre du high yield à 10%. Vulcan Materials, 10%. Sealed Air, 12%. Harley Davidson, les motos, bon, c'était un peu iffy, 15%. Donc, quand les choses ne sont pas safe, parce qu'il y a trop de dettes, regardez au-dessus. Et donc, ce serait criminel de ma part d'acheter des titres bancaires européens, sachant qu'ils sont peut-être très bon marché, mais cheap. Donc peut-être que les titres vont être multipliés par 3, mais peut-être que je vais tout perdre. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Charles, il va falloir qu'on conclue. J'ai une toute petite dernière question. On a énormément de respect chez Morningstar pour ta gestion, ton expérience, ton track record. Une petite question qu'on a l'habitude de poser aux gérants chez Morningstar, c'est parce qu'effectivement, tu es très prudent, tu as le nez creux, tu laisses venir, quelle est ta plus belle plantade? Quelle est ta plus belle erreur? Pas 50, une on sera encore là demain matin. Non, mais les vraies plantades, ne coûtent rien, ce sont des péchés d'omission. Mais j'ai des listes, des milliers de milliers de noms où j'ai regardé, j'ai été tenté et j'ai inventé des risques qui ne se sont jamais matérialisés. Ok, donc c'est erreur de prudence. Je peux compter, je crois, sur 2 mains le nombre de boîtes où on s'est planté. Parce qu'on se pose, quand on regarde des titres, 9 questions sur 10, c'est what can go wrong. Voilà. Okay. Et bon, mais le flip side, c'est qu'on évite plein de trucs bien. Enfin, on loupe. Ouais. Ça revient. Charles, merci beaucoup. Merci.